Bonjour et bienvenue à tous dans cette séance de traitement du signal dédiée à des techniques itératives et algébriques. Cette séance est la première séance tutorée parmi les 6 séances de traitement du signal biomédical que nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les méthodes algébriques et itératives, puis nous commencerons un projet dédié à la détection d'artefacts de signaux de plétismographie. Les objectifs d'apprentissage sont rassemblés ici. L'idée est de prendre la posture d'un scientifique du signal. Les activités vont de la découverte de la problématique biomédicale à l'évaluation des performances d'algorithmes de traitement du signal. Nous essaierons, autant que faire se peut, les différentes activités listées de A à I. Commençons par les fondamentaux. Pour les notations, un vecteur est un tableau vertical sous forme colonne composé d'éléments y1, y2, etc., etc. On notera le vecteur avec une minuscule en gras. Le vecteur transposé est sa version verticale sous forme ligne. Une matrice est un tableau composé de plusieurs lignes, colonnes. Une matrice est représentée par une lettre en capitale. L'énergie d'un vecteur est la somme de ses éléments élevés au carré. La longueur euclidienne est la racine carrée de l'énergie. Enfin, la norme L1 est la somme des valeurs absolues des éléments composant le vecteur. Une équation algébrique s'écrit simplement sous la forme y égale ax, où A est une matrice, x et y des vecteurs. Lorsque la matrice est carrée et inversible, alors on peut trouver une solution x égale a-1, y. Lorsque la matrice est rectangulaire, deux cas doivent être envisagés, le cas surdéterminé et le cas sous-déterminé. Considérons le système linéaire représenté par l'équation y égale ax, y1 égale à 1, y2 égale à 2, la matrice grand A vaut 1, 2, 3, 4, x1 et x2 sont des inconnus à déterminer. Déterminer les inconnus x1 et x2 peut se réaliser de deux façons différentes, soit en considérant qu'on a affaire à un système de deux équations à deux inconnus, représentées par les équations en Sion. Le calcul des inconnus x1 et x2 peut s'obtenir par la méthode de substitution. Comme on le voit en bas, on remplace x1 par 1 moins 2x2 dans la seconde équation pour en tirer finalement x2. Au final, x1 vaut moins 1, x2 vaut plus 1. Sous une forme matricielle, on peut déduire x1 et x2 comme indiqué au milieu, comme le produit de 1,5 multiplié par la matrice inverse de A qui vaut 4, moins 2, moins 3, 1, multiplié par y qui vaut 1, 1. Le tout donne moins 1, 1. Considérons un autre exemple. Il s'agit de faire passer une droite d'équation y égale ax plus b par 4 points imposés. Le point moins 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1. En remplaçant la valeur de x par moins 1 dans l'équation f de x égale ax plus b, on obtient f de moins 1 égale à moins a plus b. Et ceci est égal à 0, c'est bien ce qui correspond au point en vert, en bas à droite. On recommence ceci pour les trois autres points. On constitue alors un système matriciel avec une matrice rectangulaire composée de moins 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, multiplié par le vecteur inconnu a, b, égale à y qui vaut 0, 1, 2, 1. On voit qu'il n'est pas possible de trouver une valeur de a et de b qui répondent simultanément aux quatre équations finalement. On le voit graphiquement, il n'est pas possible de faire passer une droite simultanément par les 4 points. On envisage alors la méthode des moindres carrés à partir du système d'équations y égale ax. Il suffit alors de multiplier à gauche par a transposé
les deux termes de l'équation. La solution des moindres carrés conduit à un x étoile qui s'obtient à partir de l'équation A transposé AX égale A transposé Y. J'ai représenté le produit de la matrice transposée grand A fois la matrice grand A multiplié par le vecteur inconnu A étoile B étoile égale la matrice grand A transposée fois Y. Le produit de A transposé fois A donne une matrice qui vaut 6, 2, 2, 4 et le produit de la matrice grand A fois Y donne un vecteur qui vaut 4, 4. On obtient un système d'équations à deux inconnus où nous pouvons en tirer facilement A égale à 2 cinquièmes et B égale à 4 cinquièmes. On aurait pu aussi utiliser le formule matriciel en calculant x étoile à partir du produit entre la matrice inverse de A transposé fois A multiplié par A transposé Y. Nous voyons la droite obtenue qui passe au plus près des points. L'équation vaut y égale 2 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes. Cela veut dire que le passage du système y égale ax au système A transposé y, A transposé AAX se fait par une simple multiplication, mais ce n'est pas une simple astuce de calcul. Cette opération a réellement un impact et une conséquence sur la résolution de notre problème. Revenons-en maintenant à notre système d'équations linéaires. Y égale à x, où A est donc une matrice plus haute que large, on a donc plus de lignes que de colonnes, et on considérera que les colonnes sont linéairement indépendantes. La solution des moindres carrés, qu'on a vu comme étant égale x étoile égale à l'inverse de A transposé A fois A transposé Y, s'obtient à partir de la minimisation d'une fonction de coût j de x égale à la norme au carré de y moins ax. Si on suppose que la fonction j est une fonction quadratique, c'est bien le cas ici puisqu'on a élevé au carré, une forme parabolique peut convenir. Par exemple, rechercher à minimiser cette fonction de coût, comme indiqué sur le graphe d'en bas, consiste à rechercher le minimum global de la fonction indiqué par x étoile. L'obtention de ce minimum global peut s'obtenir simplement en égalant la dérivée de la fonction de coût à 0. La démonstration de minimisation est indiquée juste après, donc le vecteur j de x qui est égal à la norme au carré de y moins ax, c'est égal en fait au produit de x moins de y moins ax transposé fois y moins a. En développant, on obtient que j de x c'est x transposé à transposé ax moins 2x transposé à transposé y plus y transposé y. La dérivée de cette fonction-là donne, et lorsqu'on l'égale à 0, conduit à A transposé A x étoile égale A transposé y. On obtient donc que x étoile, c'est bien A transposé A, le tout inversé, A transposé y. Un inconvénient, sachez-le, de la méthode des moindres carrés, c'est que si A était légèrement perturbé ou bruité, le passage de A à A transposé A amplifie finalement les perturbations. La méthode est donc peu stable. On utilisera à la place la méthode QR qui est indiquée en annexe si vous le souhaitez. Passons à un autre exemple. On reprend le système y égale ax avec y1, y2, y3 égale à 1. La matrice grand A rectangulaire vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6 et x1 et x2 sont encore des inconnus. En appliquant l'approche matricielle qui consiste à déterminer x à partir de l'inversion de la matrice A transposé A fois A transposé, on obtient le produit de la matrice A fois A transposé égale à 35, 44, 44, 56. Le tout devra être inversé. Et le produit de A transposé Y vaut 9, 12. Au final, les valeurs de x1 et x2 valent moins 1, 1. Dans certains cas, il peut être avantageux de minimiser une erreur quadratique pondérée par la matrice W indiquée en magenta. Dans ce cas-là, on obtient la méthode des moindres carrés pondérés comme indiqué au milieu.
En bas, vous pouvez voir un exemple où la matrice W est la matrice identité, c'est-à-dire une matrice composée de 0 partout, sauf sur la diagonale où il n'y a que des 1. Considérons maintenant un autre exemple où nous disposons d'une équation parabolique y égale ax plus b, x plus c, pour lequel on va imposer 2 points. Comme précédemment, nous pouvons remplacer dans l'équation f de x la valeur de x qui vaudra 0. On obtient dans ce cas-là l'équation limitée kc. Et f pour x égale à 1, on obtient a plus b plus c. On écrit ceci sous forme algébrique. On voit apparaître une matrice rectangulaire qui est plus large que haute. On a donc un système avec 3 inconnus et donc 2 équations. On dit que le système est sous-dimensionné. Nous voyons indiqués en bas à droite les différents points. Calculer les valeurs de A, B, C inconnues à partir de la méthode des moindres carrés sous-dimensionnés conduit au calcul de x égale à A transposé multiplié par l'inverse de A fois A transposé fois Y. Avec la valeur de A qui vaut 0, 1, 0, 1, 1, 1, on obtient au final, tout calcul fait, x égale à 1 demi multiplié par moins 1, plus 2. Nous voyons sur le graphique du transparent suivant les équations paraboliques pour les valeurs de a égale à moins 1 demi, b égale moins 1 demi et c égale à 1. L'équation est indiquée en magenta, elle passe bien par les 2 points précédemment indiqués en vert et en cyan. Mais comme le système était sous-dimensionné, il existe dans ce cas une infinité de solutions. J'aurais représenté 2 solutions supplémentaires avec une parabole en couleur cyan et une parabole en couleur bleue. Le système sous-déterminé, comme dit précédemment, est composé d'une matrice plus large que haute, il y a donc plus de colonnes que de lignes. On considérera ici que les lignes sont linéairement indépendantes. La résolution de l'équation consiste à trouver une solution x en minimisant cette fois-ci ce qu'on appelle une fonction lagrangienne représentée par grand L de x et de k, k étant un multiplicateur de Lagrange. On va donc minimiser l'énergie de x plus un terme k, donc le multiplicateur de Lagrange, qui vient pondérer l'équation y moins ax. Ceci conduit à x égale A transposé, facteur de A transposé le tout moins 1 fois y. Passons à un exemple, de nouveau où on a y qui vaut 1, 1, la matrice vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, les inconnus étant x1, x2, x3. En appliquant la formule x égale A transposé multiplié par l'inverse de A transposé y, on obtient, tout calcul fait, que x1 vaut moins 1 demi, x2 vaut 0 et x3 vaut 1 demi. Comme précédemment, dans le cas surdimensionné, on peut considérer une erreur quadratique pondérée dans le cas sous-dimensionné en faisant apparaître une matrice W. Cette matrice W, dans l'exemple pris en dessous, est représentée par la matrice identité. Passons maintenant à un autre exercice où il s'agit de trouver le point le plus près de l'origine et passant par la droite, x2 égale moins x1 plus x5 représenté en bas en noir. Nous voyons sur le dessin ci-dessus, le point cherché est celui qui est perpendiculaire à la droite. Il s'agit donc de rechercher le point sur la droite tout en minimisant la distance entre la droite et le point à l'origine. Une solution par substitution est possible. Celle-ci consiste à remplacer dans la fonction de coût x1 égale 5 moins x2. La minimisation de la fonction de coût consiste à égaler la dérivée à 0. Les coordonnées du point optimal est x1 égale 2,5, x2 égale 2,5, la distance minimum étant donnée par le théorème de Pythagore et est égale à 5 divisé par racine carrée de 2.
Le même problème peut être abordé sous une autre forme, c'est ce qu'on appelle l'optimisation sous contrainte. On peut utiliser la méthode qui consiste à augmenter une fonction de coût en y intégrant la contrainte pondérée par un multiplicateur de Lagrange T. Ensuite, il s'agit de dériver la fonction de coût augmentée par rapport aux variables et au multiplicateur de Lagrange. Ici, la fonction de coût est la distance qu'on a élevée au carré, c'est donc x1 carré plus x2 carré, et la fonction contrainte, c'est l'équation de la droite indiquée par x1 plus x2 moins x5. On dérive les trois équations, c'est-à-dire la fonction de coût par rapport à x1, puis x2, puis t. On obtient trois équations à trois inconnus. On arrive à trouver, dans ce cas-là, la solution x1 égale 2,5, x2 égale 2,5 et le multiplicateur de Lagrange égale à moins 5. En considérant la fonction de coût j de x et de t égale à x transposé x plus t, le multiplicateur de Lagrange, facteur de c moins bx, là aussi, sous forme algébrique, on calcule la dérivée de la fonction de coût augmentée par rapport à x. On obtient l'équation 2bx moins b transposé t égale à 0. Et la dérivée de la fonction de coût par rapport au multiplicateur de Lagrange donne c égale bx. On peut en déduire que le multiplicateur de Lagrange vaut 2 facteurs de b transposé le tout moins 1 fois c. Et donc x, au final, vaut b transposé, facteur de l'inverse de b fois b transposé fois c. Est indiqué en bas à gauche le code Octave qui vous permet de calculer la solution. Le problème précédent est en fait un cas particulier de ce qu'on appelle la programmation quadratique, où la fonction de coût est un peu plus compliquée. Elle fait apparaître différentes matrices et plusieurs multiplicateurs de Lagrange. Sous MATLAB ou Octave, nous pouvons utiliser cette fonction quadprod, où il s'agit de préciser la valeur de h de f, a, b, grand B, petit c. Là aussi, vous pouvez vérifier que la solution est bien 2,5 pour x1 et pour x2. Si nous revenons au problème initial qui était la minimisation du Lagrangien, grand L, de x et de k, qui est égal finalement à la norme de x plus le multiplicateur de Lagrange qui vient pondérer l'erreur entre y et ax. On va donc calculer la dérivée du Lagrangien par rapport à x et la dérivée du Lagrangien par rapport au multiplicateur de Lagrange. Il vient dans ce cas-là que x est égal à 1,5 de a transposé k et que le multiplicateur de Lagrange vaut 2 facteurs de a transposé le tout moins 1 fois ax. On en déduit que x est égal à a transposé multiplié par l'inverse de a transposé fois y. Passons maintenant à un problème qu'on appelle de régularisation. Si y est un vecteur bruité, alors on peut obtenir une solution approximative en minimisant une nouvelle fonction de coût qui fait apparaître la norme de l'écart entre y et ax et un coefficient de régularisation lambda qui vient pondérer la norme de x. Cette valeur de lambda doit être trouvée de façon empirique. Lambda n'est pas un multiplicateur de Lagrange puisqu'il n'est pas déduit de façon optimale, c'est juste un paramètre à régler. La minimisation de la fonction de coût des moindres carrés aboutit à la solution de Tikhonov, donnée par x égale a transposé a plus lambda grand I, le tout moins 1, facteur de a transposé y. Grand I est la matrice identité. Comme précédemment, nous pouvons y ajouter une matrice de pondération grand Q et la solution est modifiée en remplaçant la matrice identité par Q transposé fois Q. Considérons l'exemple où y1 égale à 1, y2 égale à 1, que la matrice grand A vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'agit ici de déterminer x1, x2, x3. En appliquant la méthode de Tikhonov et en choisissant lambda égale à 0,001, on aboutit à x1 égale moins 1,5, x2 égale à 0 et x3 égale 1,5.
Nous abordons maintenant le cœur du cours à travers les méthodes des moindres carrés en traitement du signal, le niveau de compétence attendu et le niveau maîtrise. Passons à l'approximation polynomiale. Supposons donc un ensemble de n points composé des valeurs x1 à xn et d'un autre vecteur y composé des valeurs y1 à yn. Le but est de trouver un polynôme qui ajuste les données. Trouver le polynôme consiste donc à minimiser l'énergie résiduelle entre les données y et le polynôme que nous allons calculer et qui prend la forme, dans ce cas, d'une parabole avec les coefficients A0, A1 et A2 à trouver. Nous pouvons écrire sous forme algébrique, matricielle, l'équation y égale grand H fois A. On voit que la matrice grand H est une matrice particulière où les valeurs de la variable x sont élevées à la puissance. L'énergie du résidu E, c'est la norme au carré de l'écart entre y et grand H fois A qui représente finalement notre polynôme. La solution est donnée par la solution des moindres carrés. Nous voyons dans le code MATLAB ci-dessous, le signal considéré est une exponentielle perturbée par un bruit. On va considérer le modèle du polynôme à l'ordre 2, c'est donc une parabole. La fonction bsxFun permet de calculer la matrice avec les puissances. Le résultat de la simulation est indiqué sur le transparent suivant. On voit à gauche la gaussienne perturbée par un bruit. On voit à droite le polynôme qui passe par l'ensemble des points. Nous trouvons ici un autre exemple où il s'agit d'une fonction sinusoïdale pour laquelle nous avons extrait seulement une vingtaine de points. L'objectif ici est de pouvoir remplir les points manquants et donc de transformer un signal composé d'une vingtaine de points en un signal composé de 100 points. On utilisera deux fonctions MATLAB, la première qui est la fonction polyfit et la seconde qui est la fonction polyval. Sur le transparent d'après, nous voyons encore un autre exemple où là cette fois-ci le nombre de points du signal est fixé à 100. Le signal est un signal sinusoïdal qui est bruité. L'idée est de faire passer un polynôme par l'ensemble des points. Finalement, cette opération consiste à débruiter le signal. Enfin, dernier exemple tiré de MATLAB, il s'agit de faire passer une droite par l'ensemble de ces points et d'en tirer finalement un intervalle de confiance comme indiqué sur le graphe. Passons maintenant à la prédiction linéaire. On va supposer que les données répondent à un modèle d'ordre 3. Il s'agit d'un modèle qu'on appelle autorégressif. L'expression algébrique s'écrit y égale grand H fois A. La forme de grand H, maintenant, est particulière. Nous pouvons en déduire l'équation avec y allant de 4 à n-1. Et étant donné que nous avions considéré un système d'ordre 3, nous devons déterminer quels sont les coefficients A1, A2, A3 nécessaires pour réaliser cette prédiction. La solution des moindres carrés est indiquée en gras. Il s'agit dans notre exemple d'utiliser 100 points et de pouvoir prédire les 100 futurs points. Sur le transparent suivant, nous voyons le code MATLAB qui permet de réaliser cette prédiction. On charge un signal. Ensuite, on calcule cette matrice H qui est la matrice de Toeplitz via la fonction Toeplitz. On calcule les paramètres A par la méthode des moindres carrés. Ensuite, à partir des valeurs estimées des coefficients A1, A2, etc., nous allons calculer le modèle de prédiction indiqué par la boucle for avec la fonction G. Sur ce transparent, nous voyons à gauche le signal à prédire avec un horizon égal à 100. À droite, nous voyons le signal qui est prédit à partir de l'horizon égal à 100. Nous constatons qu'il suit la même tendance que celle indiquée dans les 100 premiers points et que la fluctuation diminue au fur et à mesure que le temps s'écoule. Passons maintenant au lissage. Une approche possible pour débruiter consiste à utiliser une approche régularisée pondérée.
Le signal X peut être vu comme la solution du problème d'optimisation comme indiqué ci-après, c'est-à-dire la minimisation de la norme entre X et Y, et un coefficient lambda à trouver qui pondère une matrice D qui est une matrice de dérivation fois X. Et ça constitue l'énergie de la dérivée. Le côté lisse régulier du signal que nous souhaitons obtenir par le filtrage, le lissage, est obtenu par la mesure de l'énergie D fois X. Donc plus un signal sera régulier, plus ce niveau d'énergie en fait sera fort. Minimiser l'écart, la norme entre X et Y revient à forcer X à être similaire au signal bruité et minimiser D, la norme de l'énergie de la dérivée du signal X revient à renforcer le signal à être lisse. La simulation proposée consiste à débruiter un signal composé d'une composante plus ou moins sinusoïdale avec une tendance montante et descendante. On voit un bruit présent sur l'ensemble du signal et des points aberrants localisés en plein milieu. Le code indiqué ici permet d'éliminer les points aberrants et le bruit. Passons maintenant à la déconvolution. Le but est de trouver l'entrée d'un système qui a été corrompu par un filtrage et ou un bruit, et ceci à partir de la connaissance de mesure de la sortie et de la réponse impulsionnelle du système. Pour tenir compte du fait que l'entrée est un signal lisse, on introduit la fonction de coût pondéré, la régularisation prenant en compte le côté bruité. La solution finale fait donc apparaître la matrice D et le coefficient lambda de régularisation. Dans la simulation, le signal d'entrée est gaussien et localisé à la position 70 et 130. L'effet du filtre H consiste à moduler le signal d'entrée. Le signal de sortie est finalement bruité. Concernant les résultats, le signal d'entrée, comme on peut le voir, est bien recouvré. Nous avons donc les deux gaussiennes identifiées à la position 50 et 130. Passons maintenant à l'identification. Ici, le but est de trouver la réponse impulsionnelle d'un système à partir de la connaissance de l'entrée et de la sortie du système. Le filtre est imposé et celui qui est proposé est un filtre à moyenne ajustée, c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie. Le système d'équation s'écrit y égale xh. La solution des moindres carrés est obtenue en minimisant la norme de l'écart entre y et h fois x. Pour la simulation, nous utilisons la méthode LMS normalisée, c'est une méthode itérative. Passons maintenant au recouvrement des données. Le but ici est d'estimer les données manquantes à partir de la connaissance des données présentes. Pour formuler le problème comme un problème des moindres carrés, on va considérer x comme étant un vecteur composé de k points et de y, le nombre de points manquants. Les deux sont reliés par la matrice grand S qui est la matrice de sélection. Par exemple, si on considère que la donnée x2 manque, la matrice S est composée de 3 lignes. Le problème peut être formulé comme suit, soit Y et S, trouver le signal X. On note que S transposé Y a pour effet de créer les échantillons manquants en les mettant à 0. Introduisons aussi la matrice complément. Le vecteur estimé x chapeau s'obtient comme étant S transposé Y plus S indice C transposé V. Si maintenant on suppose que les données manquantes sont lisses, alors il est raisonnable de chercher à minimiser l'énergie de la dérivée. Donc on introduit dans ce cas-là la matrice D. La solution finale est indiquée en bas.
L'ordre de la matrice dérivée peut être obtenu à partir des connaissances a priori tirées du signal issu original et plus spécifiquement à partir de la forme des échantillons manquants. En utilisant par exemple une matrice d'ordre 3, la forme parabolique est utilisée pour ajuster les données manquantes, la dérivée d'ordre 3 de la parabole étant nulle. Les résultats de la simulation sont indiqués ici. Nous voyons que pour un ordre 1, nous obtenons une interpolation linéaire. Pour un ordre 2, on obtient une interpolation parabolique. Pour un ordre 3, nous réussissons à construire un morceau qui ressemble à un signal sinusoïdal. Il faut aller jusqu'à l'ordre 6 pour obtenir un signal similaire aux autres cycles. Passons maintenant à la désaturation. Cette désaturation, en fait, correspond à la correction d'un effet de coupure qu'on appelle le clipping effect. Il s'agit encore de remplacer des données manquantes. Dans le programme suivant, on génère un signal Z qui est le produit entre deux signaux sinusoïdaux et les valeurs d'amplitude supérieures à 0,7 et inférieures à moins 0,7 sont éliminées. En utilisant la formule des moindres carrés comme indiqué précédemment, on obtient la récupération des données à partir d'une dérivée d'ordre 5. Nous voyons les points rouges qui sont les points manquants. Passons maintenant aux techniques des moindres carrés, prenant en compte le côté parcimonieux des données. Cette partie intègre un niveau de compétence de niveau expert. Donc on va considérer un système sous-déterminé par l'équation y égale ax. L'approche parcimonieuse consiste à minimiser la somme des valeurs absolues, comme indiqué ici, sous la contrainte de l'équation du système sous-déterminé précédent. Ce problème est connu sous le nom de basis poursuite. On peut obtenir la solution de façon itérative puisqu'il n'est pas possible de l'obtenir de façon explicite. En effet, nous verrons tout à l'heure que la dérivation de la fonction de coût n'existe pas pour la valeur nulle. Lorsque le signal est bruité, la meilleure façon de trouver l'approximation est de minimiser une fonction de coût faisant apparaître la norme de la différence entre y et ax. Et puis, le côté parcimonieux est pris en compte par la norme L1 de x. Dans ce cas-là, on appelle la méthode denoising basic pursuit. Sur le transparent suivant, nous voyons les différentes fonctions de coût qu'on peut utiliser. Si la fonction de coût est quadratique, dans ce cas-là, on peut obtenir une forme explicite en dérivant la fonction de coût. Dans le cas où on utilise la norme L1, la valeur absolue, on voit qu'en 0, on a un problème par rapport à la dérivée, et donc dans ce cas-là, on ne peut pas obtenir de solution explicite, on est obligé d'utiliser des solutions itératives. Parmi les méthodes parcimonieuses des moindres carrés, il en existe un certain nombre, et on peut profiter aussi de propriétés que peut avoir la fonction de coût, notamment si la fonction de coût est convexe. Les méthodes les plus connues sont les méthodes ISTA, FISTA et SALSA. Pour exemple, considérons le débruitage par la méthode de la variation totale. Comme il s'agit de débruiter, du coup, on doit faire apparaître une norme entre la différence entre x et y, et puis, en tenant compte de certaines propriétés de parcimonie, eh bien, on va calculer une norme L1 dans laquelle on va intégrer une régularité introduite par la matrice D. Dans le programme suivant, nous voyons effectivement la fonction de clipping présente en fait dans la variable z en prenant le maximum du min. Voici les résultats de la simulation. Nous constatons des données en marche, en plateau et avec de grands sauts. Ce sont typiquement des signaux issus du traitement d'image. Un filtrage classique arrondirait très fortement le signal débruité. Dans le cas ici, nous voyons bien que le côté marche et saut est bien respecté. Revenons maintenant à une notion déjà vue antérieurement, la notion de convolution. Je rappelle ici que la notion de convolution permet de décrire de façon linéaire la relation entre l'entrée et la sortie d'un système. Sur le transparent d'avant, on voit la genèse pour obtenir la forme matricielle. Finalement, on obtient
l'équation algébrique y égale W transposé QX transposé ou bien égale à QXW. La matrice Q a une forme particulière qu'on appelle la matrice de Toeplitz. Voici le cas d'une convolution et nous souhaitons regarder l'impact du bruit. Vous pourrez observer dans le code l'utilisation de nouvelles fonctions d'inversion de matrice faisant apparaître la décomposition SVD. Sur la page d'après, vous avez encore un autre code faisant apparaître aussi des propriétés ici de parcimonie. Le résultat de la simulation est le suivant. Nous avons donc un signal composé de pics, donc c'est ce qu'on appelle un signal parcimonieux. Il est composé de beaucoup de zéros et de temps en temps, on a des valeurs non nulles. La convolution et le bruitage donnent le signal qui est indiqué en bleu. Et par déconvolution, on voit qu'on arrive à obtenir quasiment les mêmes valeurs en amplitude des différents pics aux instants 50, 100 et 200. Pour terminer ce cours, passons à la présentation du projet pour la séance non tutorée. L'objectif est de pouvoir détecter la présence d'extrasystoles ventriculaires à partir de signaux de plétismographie. Mais cette recherche est compromise de par la présence d'artefacts. Nous disposons donc, comme indiqué sur le transparent, des signaux PPG et des signaux EEG. Nous voyons les différents cycles cardiaques et la présence d'artefacts sur les deux signaux. Sur le transparent d'après, nous voyons une partie du signal où on voit apparaître l'effet de clipping. L'idée va donc être de recouvrer les échantillons, partie du signal qui a été saturée. Ensuite, pour pouvoir identifier la présence d'artefacts, nous allons d'abord détecter les pics des différents cycles cardiaques, puis pour chaque cycle cardiaque, essayer de voir si on a la présence ou pas d'un artefact, et cela nécessitera une phase d'interpolation. Donc si on résume les différentes actions à réaliser pour le projet, la première chose, ça sera, après avoir chargé les signaux, de désaturer le signal de plétismographie, ensuite de détecter les différents pics et de corriger les profils cardiaques par interpolation de façon à identifier les artefacts. Sur le transparent d'après, vous pouvez voir le début du code à utiliser en chargeant le signal ECG et le signal de plétismographie. Vous devrez fabriquer une fonction qui s'appelle désaturation et une fonction qui consistera à enlever les artefacts. Enfin, vous pourrez retrouver dans le cours en PDF sur la plateforme numérique des annexes et différents exercices.